Et bonjour à tous, merci d'être avec nous sur TV Finance, suite de nos rendez-vous matinaux avec votre émission hebdomadaire dédiée aux matières premières agricoles, le mini-mac de la lettre de l'acheteur, émission en partenariat avec le site placedelabourse.fr. On va se plonger justement sans plus attendre sur ce site de la lettre de l'acheteur, www.lalettre-de-l'acheteur.com, revue de presse tout à fait subjective des meilleures publications de la semaine écoulée sur ce site de la lettre de l'acheteur. On commence cette revue de presse avec cet article absolument passionnant pour mieux appréhender le marché du café, les acteurs de ce marché, les facteurs aussi qui viennent bousculer ce business. L'article détaille en particulier la chaîne de valeur de ces grains de café que vous achetez en supermarché, Arabica, Robusta, des noms de grains qui sonnent comme des slogans publicitaires pour le café, mais qui indiquent des origines, des qualités bien différentes, qui amorcent le premier maillon d'une chaîne logistique tout à fait structurée. Et plus le producteur de la précieuse graine est petit, plus elle va passer par un grand nombre d'intermédiaires, production, négoce, stockage, distribution. Vous saurez tout en parcourant cet article de la plantation à la tasse, le vrai prix du café. Voilà pour ce café. On poursuit avec cet article qui est peut-être le meilleur compagnon au café. Je vous parle à présent du sucre. On apprend grâce à cette publication que le sucre ne sera pas éligible à l'intervention européenne, alors que les betteraviers du secteur en Europe affrontent actuellement une véritable crise depuis plus de 3 ans qui se traduit par des cours moyens tombés jusqu'à moins 21% en dessous du seuil de référence du secteur. Et pourtant, malgré ce contexte de crise, les législateurs européens viennent de choisir de ne pas rendre le sucre éligible à l'intervention publique. C'est ce que regrette la Confédération internationale des betteraviers européens. Une intervention qui passait notamment par la régulation de la production, comme cela se fait par exemple pour le vin. La France était justement l'un des pays qui militait pour que ces mesures d'intervention publique puissent être mises en œuvre. Elle a encore prévu de s'intéresser à ces difficultés de la filière lorsqu'elle assurera la présidence de l'Union européenne sur le premier semestre 2022. L'objectif, ce sera notamment de faire appliquer les normes de production de l'Europe à tout le sucre qui est importé sur le continent. Et puis si vous n'êtes pas trop café, que ce soit avec ou sans sucre, vous préférez peut-être le chocolat chaud, la boisson qui vient naturellement du cacao récolté notamment en Afrique. Et il est justement question de la production de cacao dans ce troisième article avec ces pays d'Afrique de l'Ouest qui tentent de vendre leur production par anticipation pour mieux contrôler les prix. Et à ce jeu-là, on apprend dans cet article que c'est la Côte d'Ivoire qui tire son épingle du jeu au détriment du Ghana. Le Ghana, qui devrait produire 950 000 tonnes sur la saison, sur la prochaine récolte, a rapproché avec un objectif d'1,6 million de tonnes du côté de la Côte d'Ivoire. Voilà pour cette sélection des meilleurs articles publiés cette semaine sur le site de la lettre de l'acheteur. On marque une courte pause, on revient juste après. Ce sera l'heure de l'interview de cette émission. On va notamment revenir sur la politique agricole européenne, politique dont on parlait à l'instant par le prisme de la filière du sucre. Je vous dis à tout de suite sur TV Finance. De retour dans votre émission, le mini-mac de la lettre de l'acheteur. On va poursuivre sans plus attendre avec mon invité du jour. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Francky Duchâteau en direct par Skype. Bienvenue à vous Francky, merci d'être avec nous ce matin sur le plateau de cette émission. Alors vous êtes physiquement à distance mais par l'esprit tout à fait présent, responsable entreprise durable et territoire chez Agridé. On va parler des relations peut-être dangereuses entre la politique agricole commune et le Green Deal européen. Mais avant de rentrer dans le détail, est-ce que vous pourriez peut-être rappeler à nos auditeurs internautes ce qu'est Agridé? Vous vous positionnez donc comme un think tank de l'entreprise agricole, ce qui veut dire que vous réfléchissez à quoi et avec qui? Tout à fait, bonjour à vous. Donc en fait, Agridé, c'est en effet un think tank qui a plus de 150 ans d'âge dans le monde agricole, donc qui est bien l'ancêtre de quasiment du monde syndical. Et notre vocation depuis le début est de promouvoir le progrès en agriculture sous le prisme plus particulier de l'entreprise agricole. Donc on traite tantôt des marchés, des technologies, du droit rural par exemple, et tout ce qui relève de la gestion des entreprises. Alors, on est ensemble ce matin pour parler notamment de cette politique agricole commune, alors qu'un accord a été trouvé cette semaine sur la prochaine mouture de cette politique agricole commune, la PAC. 3 ans de procédure et un compromis pour cette nouvelle PAC qui doit entrer en vigueur le 1er janvier 2023. Est-ce que vous vous réjouissez de cet accord, un compromis comme toujours entre les différentes institutions européennes ?
Donc, comme vous dites, c'est vrai qu'il y a eu 3 ans de procédure. C'est pas anodin dans l'histoire de la politique agricole commune. C'est le fruit d'un long processus de négociation entre les États membres qui ne partagent pas tous la même vision notamment de l'environnement ou du développement agricole. Donc, il a fallu négocier en plus à 27 États membres. Cette PAC aurait dû normalement entrer en vigueur en 2021. Il y a déjà 2 ans de retard qui s'expliquent de différentes manières et qui sont des moments importants. Il y a eu en milieu de cette période-là un changement d'élus politiques au Parlement européen qui a été un peu plus verdi, entre guillemets, plus d'élus écologistes, et puis en même temps une nouvelle Commission européenne qui est entrée on va dire en action en novembre 2019 avec une stratégie forte qu'ils ont appelée le Green Deal ou le Pacte vert et qui vient renforcer les ambitions de l'environnement pour tous les secteurs économiques, et notamment l'agriculture qui en est un très important. Donc ce qui en sort aujourd'hui, ça montre qu'on peut se mettre d'accord. Ce n'est pas la fin du processus, bien entendu. Il reste encore beaucoup de choses à acter, notamment au niveau réglementaire qu'au niveau opérationnel dans chacun des États membres. Mais ce qu'on peut dire avec recul, c'est que comme la PAC a vécu beaucoup de réformes depuis 60 ans, on est un peu dans une deuxième grosse révolution. Il y a eu celle de 92 et puis celle de 2022, quasiment 30 ans après. Donc ce qui va se passer n'est pas à prendre à la légère. Les ambitions fixées sur l'environnement notamment sont très très engageantes et vont amener l'agriculture à mieux se positionner sur ses apports. Alors vous l'avez dit, cet accord sur la PAC, il intervient un an et demi après l'annonce d'un Green Deal européen. Est-ce que peut-être vous pouvez rappeler à nos auditeurs internautes ce qu'est cette initiative portée par Ursula von der Leyen quand elle est arrivée à la tête de la Commission européenne, 100 milliards d'euros à partir de 2021 pour porter ces initiatives autour du développement durable? Voilà, donc le pacte vert ou Green Deal, en effet, c'est une stratégie globale. C'est le cadre, on va dire le cadre général pour l'ensemble des politiques européennes, dont le but principal est la transition écologique de tout le monde, de tous les secteurs économiques, et qui se caractérise souvent par un objectif clair qui avait été posé au début, qui est d'être neutre en carbone en 2050. Ça veut dire qu'il ne faut pas produire plus d'émissions de gaz à effet de serre qu'on peut en stocker ou en capter. Donc ça impacte tout le monde. Ça veut dire qu'il va falloir repenser nos modes de production, nos modes de consommation. Et donc ce Green Deal, qui est une stratégie globale, va déjà caractériser par une multitude de sous-stratégies thématiques sur les énergies renouvelables, sur l'alimentation, sur les pollutions, sur la finance par exemple. Et la PAC fera partie des politiques concernées. Donc tout le monde va devoir mettre en œuvre beaucoup d'actions de changement des modes de production notamment. Et comment ce Green Deal notamment va s'instiller dans le secteur agricole spécifiquement ? Exemple, dans ce Green Deal, il y avait 2 stratégies qu'on a mises souvent en avant. Alors, il n'y a pas que celle-là, mais c'est quand même les 2 principales. La première s'appelle de la ferme à la table, qu'on limite souvent à deux objectifs simplifiés, qu'on dit donc diviser par 2 les produits phytosanitaires, réduire de 20% les engrais azotés, et puis 25% de bio en 2030. Rien que ces 3 critères-là sont déjà impactants pour l'agriculture, et c'est ce que la PAC va devoir mettre en œuvre dans son corps juridique pour que toutes les pratiques agricoles qui vont être encouragées par les aides publiques visent cet objectif-là dans les 5 ans. Donc ce Green Deal et ce nouvel accord sur la PAC, ils ne vont pas nécessairement faire mauvais ménage comme on pourrait peut-être le penser a priori ? Je pense qu'il ne faut pas le prendre comme ça. L'idée, c'est que de toute façon, nous devons tous contribuer, nous avons tous à intégrer ces bons objectifs environnementaux. Ils ne sont pas critiquables en soi. Après, c'est vrai qu'il faut aller très vite, il faut aller fort. Ça demande du temps. L'agriculture est un domaine qui touche avec le vivant, et changer des modèles de production du jour au lendemain, c'est pas si simple. Par contre, c'est très impactant aussi en termes d'investissement. Par exemple, si on doit mettre des arbres ou des haies, par exemple, ou dans du matériel qui soit moins consommateur d'énergie, c'est autant d'argent qu'il faut investir au départ avant d'avoir un retour sur investissement. Et donc il faudra appuyer tout ça au niveau à la fois des exploitations agricoles et des filières organisées qui devront intégrer ces changements aussi à leur niveau. Alors il y a la PAC, il y a le Green Deal et puis accessoirement l'épidémie de Covid-19, plan de relance à l'échelle européenne pour surmonter les conséquences économiques de cette crise sans précédent. Est-ce que c'est finalement une nouvelle strate avec encore une cohérence à trouver, des contraintes supplémentaires ou peut-être des financements supplémentaires? Comment vous prenez les choses?
C'est vrai que ça a eu le mérite de mettre en avant déjà de manière assez factuelle les différentes faiblesses et les forces de l'Europe. Ça a mis pour le volet agricole et alimentaire un autre sujet sur la table qui avait été un peu mis de côté depuis plusieurs années, qu'on a appelé la souveraineté alimentaire. Ce qu'on a vécu sur les masques ou les médicaments a fait prendre compte qu'être dépendant de l'extérieur pouvait être dangereux sur des biens de base, et l'alimentation était quand même très impactante, et l'agriculture, on l'a bien vu, dépendait quand même fortement de la main-d'œuvre extérieure. Les engrais azotés sont importés très fortement notamment de Russie, par exemple. Le soja brésilien qui sert à nourrir les animaux français sont aussi importés fortement, avec des problématiques sur les OGM, par exemple. Donc, mettre en avant par le Covid le thème de la souveraineté alimentaire impose ou en tout cas pousse à ce qu'on redéveloppe en Europe des cultures qu'on faisait de moins en moins, comme les protéines, les protéagineux. Donc réintégrer ces plantes-là dans nos assolements est un enjeu fort pour l'agriculture européenne que la PAC va devoir réintégrer dans ses soutiens. Avec quel changement très concrètement pour les agriculteurs, et j'en terminerai là, Francky ? Très bien. Le gros changement, c'est qu'on leur demande fortement de diversifier leurs assolements, donc mettre beaucoup plus de cultures dans leur ferme, allonger les rotations. Donc ça va déjà provoquer chez eux de repenser leur organisation, de revoir aussi leurs différentes valorisations économiques, mais aussi à l'inverse, en intégrant ces nouvelles cultures, ça va leur permettre de réduire leurs besoins en intrants, qui du coup pourraient réduire à terme leur dépendance vers l'extérieur et puis améliorer leur rentabilité économique. Mais les filières devront aussi s'organiser pour collecter ces nouveaux produits qui n'étaient pas produits en masse et qui vont devoir après être vendus sur des marchés. Et donc tout ça doit être organisé collectivement dans la durée. Eh bien, merci à vous pour cet éclairage. Francky Duchâteau, responsable entreprise durable et territoire chez Agridé. À très bientôt sur le plateau du Minimac de la lettre de l'acheteur. On marque une nouvelle pause, on est très en retard. On retrouve les équipes de Day by Day. À tout de suite, juste après cette pause. De retour dans votre Minimac de la lettre de l'acheteur, on va à présent rejoindre Mathieu Driel, analyste senior chez Day by Day. Bonjour Mathieu, vous nous proposez un zoom sur 2 matières premières que vous avez sélectionnées cette semaine. Vous allez nous livrer vos perspectives affûtées signées Day by Day, en commençant tout de suite par le sucre. Alors on en parlait tout à l'heure dans notre revue de presse, le sucre qui est un secteur qui souffre actuellement, notamment en Europe. Est-ce que ça se vérifie dans vos graphes, Mathieu ? Bonjour Maël. Eh bien, à vrai dire, je pense pas qu'il risque de souffrir tant que ça. Au contraire, je pense même que la configuration du sucre est en pleine phase de retournement à la hausse. Alors, le parcours du sucre a été quand même assez chahuté ces dernières années. Une longue phase de baisse de fin d'année 2016 jusqu'à un plancher trouvé plusieurs fois au cours des années 2018 et 2019 aux alentours des 300. Et depuis, en fait, le test de cette zone basse, les cours du sucre essayent de construire un retournement de tendance. Alors, les creux et les sommets étaient descendants pendant toute la période de baisse. Ils se sont stabilisés à plat après une première tentative haussière début d'année 2020 qui a permis d'interrompre la succession de sommets descendants. Les cours sont revenus faire un creux très très légèrement supérieur, je vous l'accorde, au précédent bottom. Et puis depuis, cette mi-année 2020, la tendance haussière du sucre essaye de se développer tant bien que mal. Alors, on n'est pas encore sur quelque chose d'extrêmement puissant, mais depuis quelques semaines, quelques mois, on voit bien qu'on a une possibilité de lecture en impulsion haussière et dans une consolidation dans un triangle. Ce type de triangle, un triangle symétrique, peut effectivement a autant de chances de sortie par le haut par le bas, donc ça nous amène pas grand-chose, sauf que lorsqu'il est précédé d'un mât haussier, effectivement, les sens de sortie sont plutôt dans le sens de l'impulsion précédente, c'est-à-dire une impulsion haussière. Il faut donc à ce titre surveiller le haut de la figure aux alentours des 490, puisque si on débordait en clôture ce niveau, on retrouverait un potentiel de hausse, d'accélération haussière assez nette en direction de la zone haute de l'intervalle entre 565 et 619. Donc le sucre à surveiller.
car il risque d'accélérer fortement dans les mois à venir. À la baisse, c'est 414 qui fait office de niveau, on va dire, d'invalidation de cette hypothèse, puisqu'alors on sortirait par le bas du triangle, remettant en cause pour quelques mois, voire peut-être même un peu plus longtemps, les perspectives haussières. Le sucre qui est donc à surveiller sur les marchés, mais aussi quand il tombe dans la tasse de café. On va reparler justement du café avec cette plante, notamment qui est la Robusta. Je crois qu'elle est majoritairement produite au Portugal, alors qu'au Vietnam, au Vietnam bien sûr. Que dit l'analyse technique sur le cours du Robusta ? Effectivement, c'est le couple du petit déjeuner qui a une lecture intéressante sur le café Robusta. Effectivement, là aussi, une longue phase de baisse, d'ailleurs assez parallèle au sucre depuis fin 2016 jusqu'à ce plancher qui lui a été trouvé courant d'année 2020. On voit ici effectivement se former des figures d'analyse technique très intéressantes, c'est-à-dire une double tête-épaule. La première, elle est au milieu de l'année 2020, elle est petite. La seconde, elle se situe entre, on va dire, mi-d'année 2019 avec une sortie courant d'année 2021. Donc elle est beaucoup plus longue, beaucoup plus massive. Et on voit bien que le débordement de 1475 a agi comme un véritable phénomène d'accélération. On franchit un niveau qui avait été travaillé extrêmement fréquemment ces dernières années. Je dénote pas moins de 6 tests, soit en tant que résistance, soit en tant que support. On a un véritable pivot de marché sur ce niveau-là. On est même, après l'avoir franchi, on est même revenu le tester en tant que support pour venir véritablement confirmer l'importance de ce niveau à 1475. Depuis qu'on a débordé cet obstacle, les cours accélèrent. Alors ils n'ont pas du tout encore accompli toute la partie, la cible théorique de la figure, elle est au minimum à 1845. Ça n'est qu'un minimum puisque ce type de figure a généralement la capacité à retourner complètement la dynamique baissière précédente et à provoquer un retour au point de départ. Le point de départ, c'est donc la fin d'année 2016, entre 2173 et 2279. Donc là aussi, à horizon moyen-long terme sur le café Robusta, on a des perspectives de hausse qui sont avérées, qui se déclenchent, qui se poursuivent, et encore un potentiel haussier, ma foi, non négligeable pour les mois à venir. Bien, merci à vous Mathieu Driol, analyste senior chez Day by Day, pour ses commentaires et analyses sur ces deux matières premières, le café, le sucre, les deux compagnons du petit déjeuner. C'est vous qui l'avez dit. À très bientôt sur TV Finance pour continuer à parler de matières premières, plus régulièrement encore pour parler des marchés actions. Ça se passe le matin aux environs 9h05 dans le live TV Finance. Merci également à vous d'avoir été avec nous ce matin chez vous. Rendez-vous dans 15 jours pour une nouvelle édition du Minimac de la lettre de l'acheteur. Mais restez bien avec nous, on revient juste après cette pause pour notre JT de Vue d'ailleurs. À tout de suite.